Monsieur Mohamed Tahar Chalel, bonjour. Bonjour. L'emploi, c'est une affaire de l'économie, de l'entreprise. Vous l'avez répété à maintes fois, mais avec les avantages accordés pour booster l'investissement, promouvoir la petite et moyenne entreprise, développer celle-ci, que ce soit dans le code de l'investissement, l'avant-projet de loi sur la petite et moyenne entreprise, qui sera bientôt débattu au niveau du Parlement, ou le projet de loi de finances 2017, les entrepreneurs vont-ils jouer le jeu création de l'emploi? Monsieur Chalel. Les entrepreneurs jouent le jeu, puisque les entrepreneurs, vous faites allusion aux entrepreneurs privés, puisque oui. 77% de l'offre d'emploi qui arrive à la NEM, elle parvient justement des entreprises privées, du secteur privé, et le reste, donc 23%, c'est des offres qui sont déposées par le secteur économique public. Au niveau du placement, on trouve que le secteur privé fait 79% du placement. Donc, ils ont la part du lion. C'est vrai que les entreprises aujourd'hui bénéficient d'un certain nombre d'avantages qui sont prévus par le Code des investissements. Ils ont aussi des abattements au niveau de la sécurité sociale. Ils ont un certain nombre, donc un arsenal juridique qui leur permet d'évoluer au niveau de l'économie en général. Et nous comptons beaucoup sur les entreprises pour créer de l'emploi. Je vous donne juste une information. Par exemple, le Bureau international du travail, dans un de ses derniers rapports, il donne un indicateur, 80% des emplois qui sont créés au niveau des PME et TPE sont créés par plutôt 80% des emplois qui sont créés, ils sont créés par les TPE et PME, donc les petites et moyennes entreprises. Mais quand vous parlez de 70% d'offres d'emploi qui proviennent du privé, cela représente quel chiffre exactement, pour être précis, monsieur Chalel? Bon, c'est 77% de 351 000 offres, donc vous faites vos calculs, c'est la part du lion, donc la majorité des offres d'emploi viennent du secteur privé. Alors 77% la tendance a changé, hein. Si on revient 5 ans en arrière, c'était le public qui recrutait le plus. C'était le public qui recrutait le plus. Alors 77% d'offres d'emploi proviennent du privé, c'est des emplois stables, pérennes ou précaires, dans le cadre bien sûr du dispositif mis à la disposition des entrepreneurs, à savoir celui des pays, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye une partie des salaires au profit de ces jeunes employés. Écoutez, quand on parle d'emploi pérenne, c'est des emplois qui sont au niveau des entreprises où les employeurs, plutôt les travailleurs, sont stables au niveau de leurs emplois, donc il n'y a pas un turnover important. Je vais vous donner un autre indicateur. Le chômage, c'est-à-dire le chômage algérien, est caractérisé par deux caractéristiques importantes. D'abord, la jeunesse des demandeurs d'emploi, donc les demandeurs d'emploi sont jeunes. Il représente 75% de toute la demande, mais le chômage algérien est caractérisé aussi par la qualité de primo-demandeurs de la majorité des chômeurs. Vous savez, on a 919 000 donc, demandeurs d'emploi qui sont dans les stocks au 30 septembre 2016. Sur 919 000, il y a plus de 818 000 qui arrivent pour la première fois sur le marché de l'emploi. Pour le reste, ce sont des demandeurs d'emploi qui ont perdu leur emploi. Environ 105 000 à 108 000 ont perdu leur emploi. Ils reviennent par la suite sur le marché de l'emploi. Ça vous donne un indicateur sur la pérennité de l'emploi au niveau donc du marché de l'emploi. Mais justement, est-ce que ces privés recrutent dans le cadre du dispositif de l'État? Bien sûr que le privé recrute plus dans le cadre classique. Le cadre classique, c'est un cadre qui n'accorde pas beaucoup d'avantages, mais il recrute également dans le cadre du dispositif de l'État, DAIP et CTA. Juste un exemple, par exemple, au niveau du DAIP, plus de 93% des recrutements se font dans l'économie. Donc il y a une petite partie qui est faite dans l'administration. Pour les CTA, nous allons terminer l'année avec environ 50 000 CTA, donc les contrats de travail aidé. Ce sont des contrats de travail au sens de la loi 90-11. Donc il faut vraiment faire la différence avec les contrats d'insertion. Alors nous constatons sur le marché qu'il y a une hausse de l'emploi classique, je veux dire les emplois qui sont créés au niveau de l'économie. Nous sommes maintenant, par exemple, il y a une croissance par rapport à l'année précédente pour la même période de 14%, puisqu'on est passé de environ 310 000 à 351 000. Je parle là de tout ce qui est créé par l'emploi économique au niveau du marché. Il y a une évolution remarquable, il y a des investissements, il y a de nouveaux projets, il y a des projets qui continuent à créer de l'emploi net. Il y a aussi une organisation
l'organisation au niveau de, on va dire, de l'environnement. L'Algérie a amélioré par exemple, son classement au niveau du doing business. Nous, au niveau de l'ANEM, comme tous les autres secteurs, nous sommes en train de moderniser. Regardez ce qui est fait, par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, ce qui est fait au niveau du ministère de la Justice, ce qui est fait au niveau du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce sont trois ministères qui constituent un grand service public puisqu'ils ont un travail direct avec les citoyens. Et ça, il y a des implications, un impact positif donc sur l'amélioration du climat des affaires, du climat d'investissement. Et tout ça revient donc positivement et a un impact positif sur les projets qui sont lancés ou ceux qui existent déjà. Mais justement, quand vous parlez des deux dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui pour le recrutement des jeunes, le DIP et le CTA, certains considèrent qu'ils favorisent la précarité puisque dès que le contrat arrive à terme, les jeunes ne sont pas reconduits, ils sont renvoyés au bout de 2 ans. Monsieur Chalet. Ils ne sont pas renvoyés. Je m'inscris en faux contre ces allégations. Je vous dis pourquoi. Parce que le texte est clair. Le texte prévoit une reconduction du contrat. Et les contrats qui sont aujourd'hui vivants continuent à être renouvelés, que ce soit dans le secteur économique ou bien dans le secteur administratif. Nous n'allons renvoyer personne. Mais combien ont assuré leur réinsertion au sein de l'entreprise? Ils ont été retenus par l'entreprise. Écoutez, nous avons changé on a une vision, donc nous avons changé d'orientation pour ce dispositif. Pour l'améliorer? À partir de 2012, non, au niveau de son orientation. On l'a orienté sur le secteur économique. Quand vous mettez un jeune dans un espace professionnel au niveau d'une entreprise économique, il a beaucoup plus de chances, pour ne pas dire il a 100% des chances d'être inséré définitivement et d'avoir un emploi pérenne. Mais quand vous les inscrivez ou bien vous les insérez dans le secteur administratif, ils n'ont pas beaucoup de chance, il faut le dire franchement, parce que la fonction publique ne peut pas constituer donc un instrument de lutte contre le chômage. La fonction publique maintenant, elle ne recrute pas, c'est l'économie qui recrute. Et c'est l'économie, vous l'avez bien dit en commençant par dire que c'est l'économie qui crée de l'emploi. C'est pour ça que nous orientons tous nos efforts, tous les dispositifs vers l'économie. Mais est-ce qu'avec la situation financière que connaît le pays actuellement, l'État va continuer à payer les salaires au profit des employeurs ou une partie des salaires au profit des employeurs dans le cadre justement de ce dispositif DIP et le CTA? Pour la loi de finances 2017, nous avons tous les crédits pour continuer donc à prendre en charge les rémunérations des jeunes insérés dans le DIP et une partie des salaires des jeunes insérés dans le cadre du CTA. Mais est-ce qu'on va continuer à financer au profit du privé et des employeurs? Non, mais nous n'avons aucun problème. On ne fait pas de distinction entre le privé. Non, c'est-à-dire privé et public, excusez-moi. Est-ce qu'on va continuer à financer au profit des employeurs? Mais on fait de la prévision, madame. On a une prévision du nombre de placements qui seront faits au niveau de l'économie, que ce soit dans le cadre du CTA ou bien dans le cadre du DIP. Alors, je viens de vous dire que le DIP, il est donc dirigé directement sur le secteur économique. Mais avec la situation financière que connaît le pays, je viens de vous dire que la loi de finances 2017 a prévu les crédits nécessaires. Est-ce qu'on continuera à le faire encore? Pourquoi on ne continuera pas? Pourquoi on ne continuera pas? On continue à le faire. Au niveau de la loi de finances, notre secteur a bénéficié des crédits pour continuer à soutenir les dispositifs qui existent. Il n'y a pas que l'ANEM, même l'ONSEJ, même la CNAC, elles vont continuer aussi à accompagner des entreprises de la création de nouvelles entreprises. Alors vous avez donné aussi quelques indicateurs chiffrés. Vous avez donné qu'1 million d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur dans certains secteurs, notamment le BTPH et l'agriculture. Et parallèlement, au niveau de l'ANEM, vous enregistrez l'équivalent de 1,04 millions d'offres d'emploi. Est-ce que c'est pas en contradiction parallèlement? Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Vous avez d'un côté des secteurs qui sont demandeurs de main-d'œuvre, et les chiffres ont été annoncés par monsieur le ministre plusieurs fois. Et il y a d'un autre côté donc des stocks, parce qu'il ne faut pas faire de soustraction sur le marché de l'emploi entre demande et offre. C'est des fluctuations, c'est des chiffres qui sont toujours en mouvement. Je vous ai donné une date. Au 30 septembre, on a eu 919 000 qui sont encore dans nos stocks de demandeurs d'emploi, mais le chiffre peut évoluer. Si on le compare par exemple à l'année précédente, il a baissé de 7%. Alors nous avons 500 000 offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture, pratiquement 800 000 dans le BTPH, c'est-à-dire bâtiments et travaux publics, qui ne trouvent pas d'emploi, d'offres. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ces chiffres doivent un peu faire l'objet d'une étude?
Et est-ce que vous avez opéré cette étude, M. Chalel? Ces chiffres ont été déjà au début donnés par les secteurs concernés. Ce sont les besoins des secteurs concernés. Je ne pense pas qu'ils ont donné des chiffres comme ça. Ils ont des études, ils ont des prévisions, ils font de la prospective, ils savent où ils vont. C'est pour ça qu'ils parlent de ces chiffres 500 qui 000 sont... et 800 000 dans le 800 000. BTPH. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le jeune ne s'intéresse pas à ces deux secteurs d'activité? Eh ben, je pense qu'il y a une bonne évolution au niveau du marché, notamment au niveau de la formation professionnelle. Le ministère de la formation et l'enseignement professionnel a fait des campagnes d'information avant l'entrée de septembre. Donc il y a une entrée professionnelle en septembre, il y a une autre entrée en février. Je pense que le nombre a augmenté, notamment à la faveur de la décision prise par l'ANSEJ et la CNAC de ne financer que les entreprises qui sont, plutôt que les jeunes qui ont obtenu une formation au niveau de la formation professionnelle. Et nous, au niveau de l'ANEM, nous avons entamé, je l'ai même annoncé au niveau de votre émission, les jeunes qui n'ont pas de formation sont orientés automatiquement vers la formation professionnelle. C'est le problème Vous savez, de la formation? Bien sûr qu'il y a un problème. Il y a toujours pour l'agriculture et le BTPH? Il n'y a pas que l'agriculture, c'est un problème de formation au niveau général. Non, je parle des deux secteurs, l'agriculture même pour l'agriculture et pour le le BTPH. Il y a des places pédagogiques pour le secteur du bâtiment, mais qui ne sont pas encore pourvues au niveau des centres de formation professionnelle. Vous allez dans les centres de formation professionnelle, ils ont des places pédagogiques pour tout le secteur du bâtiment, mais il n'y a pas de preneur. Et ça pose un problème. Mais certains imputent cela à la pénibilité, entre autres. Non, la pénibilité, maintenant, on peut revenir aussi au refus d'offres d'emploi. Des fois, ils sont refusés par rapport aux conditions de travail, à la pénibilité, l'éloignement. Vous avez des refus au niveau de l'ANEM? Oui, bien sûr. On a eu quelque chose comme 100 000 offres qui ont été refusées. Quand on dit refusées, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été satisfaites, hein, pour ne pas se tromper. Mais quel est le profil recherché par les jeunes? Pour le refus, 65% des refus sont expliqués par le fait que c'est dans le privé. Donc il y a des jeunes qui refusent de travailler dans le privé. Mais nous avons aussi des refus qui sont donc expliqués par l'éloignement, la pénibilité, la rémunération et d'autres aussi donc motivations, bien motifs de refus. Alors, mais est-ce que vous étudiez ces cas de façon précise? Est-ce que vous avez des données chiffrées qui vous permettent de savoir quelles sont les carences que connaît aujourd'hui le marché de l'emploi? Et nous sommes dans des espaces de concertation avec le ministère, les deux ministères concernés directement, la formation et l'enseignement supérieur. Nous sommes en contact direct au niveau local et au niveau central et nous transmettons les informations à travers notre ministère régulièrement pour leur dire voilà que les métiers les plus demandés, voilà les carences qu'il y a, comme vous venez de le dire, sur le marché de l'emploi. Donc il y a une concertation entre les deux secteurs. Il faut souligner que ces deux secteurs ont fait des efforts. Moi-même, j'ai participé à des rencontres avec les deux secteurs. Ils ont, par exemple, l'enseignement supérieur, ils ont revu les filières qui sont enseignées au niveau de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Ils revoient régulièrement la carte des spécialités pour pouvoir donc être en adéquation avec ce qui est demandé sur le marché. Mais est-ce que le recrutement et l'emploi est l'affaire du ministère du Travail, monsieur? Non, le recrutement et l'emploi, c'est l'affaire de tous les ministères, c'est une affaire qui concerne tout un gouvernement, mais le ministère du Travail et de l'emploi et de la sécurité sociale à travers ses instruments, il participe à l'animation du marché de l'emploi à travers tout le dispositif qui est mis en place. Monsieur Mohamed Tahar Chalel, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page invité de la rédaction. À tout de suite. Alors monsieur Mohamed Tahar Chalel, moi je voudrais revenir un peu sur ce dispositif, le DIP. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui penser à le réaménager, à le réviser, parce que certains enfants ont un fonds de recrutement sans pour autant garder ces jeunes-là. Et vous le savez très bien, monsieur Chalel, c'est une réalité. Ce que je sais, madame Souhila Al-Hashimi, c'est que quand l'économie n'a pas donc toutes les possibilités et les capacités pour recruter toute la demande, tous les États mettent en place des contrats aidés. Je reviens de Tunisie, ils ont un programme qui est similaire au nôtre. Ils ont un programme qui accompagne les jeunes, notamment les primo-demandeurs, pour accéder au marché de l'emploi pour la première fois et obtenir une première expérience professionnelle. Il faut regarder d'abord les caractéristiques de votre marché. Quand vous affichez les indicateurs du marché de l'emploi et que vous avez plus de 75% sont des primo-demandeurs et vous avez plus de 78% sont des jeunes, naturellement, vous mettez un dispositif qui colle à ces réalités. Le dispositif, le DIP, est un dispositif
dispositif qui est jeune, puisqu'il a été mis en place en 2008. Il permet d'un côté à un jeune qui n'arrive pas à trouver d'emploi, parce que l'économie ne lui offre pas cet emploi, notamment pour des raisons qui sont souvent liées à l'inadéquation de sa formation avec ce qui est demandé sur le marché. Et ça permet également à l'entreprise de bénéficier d'une main-d'œuvre, j'allais dire, gratuite. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par le secteur économique et dans le cadre du DIEP et qui ont par la suite eu des postes pérennes. Oui, mais justement, le but au départ, c'était l'acquisition d'une expérience professionnelle avant de s'insérer dans le domaine professionnel. Mais au bout de 2 ans, on a acquis cette expérience. Que fait l'entreprise pour recruter ces jeunes-là? Mais dans l'économie, le problème ne se pose pas, madame. Dans l'économie, le problème ne se pose pas. Les exemples que vous citez, il faut juste éviter d'extrapoler sur tout le reste, parce qu'on a souvent tendance à le faire. Mais la plus grande majorité, celle qui est dans l'économie, elle finit par avoir un poste permanent. Le renouvellement se fait dans l'administration. Je ne vais pas vous mentir, c'est une réalité au niveau de la fonction publique. Et il y a beaucoup de DIEP qui bénéficient de renouvellement parce qu'il n'y a pas de poste budgétaire. Pour cette catégorie, nous avons mis un produit qui permet, c'est-à-dire on a pris la décision sur instruction de notre ministre du Travail et de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour orienter toute cette masse qui est dans la fonction publique vers l'économie. C'est ce que nous faisons. Et donc nous essayons donc de limiter le nombre de jeunes qui sont dans la fonction publique pour les orienter vers l'économie. Mais justement par rapport à cette question du DIEP dans le secteur économique, le problème ne se pose pas. Il y a cette question de l'auditeur. J'anticipe sur les questions des auditeurs. Le DIEP est un dispositif d'aide à l'exploitation des jeunes diplômés. Je suis en contrat DIEP dans une entreprise multinationale pharmaceutique. Après Bac plus 5, ingénieur d'État plus Master 2, je me retrouve avec un salaire, excusez-moi de l'expression, minable et exploité à fond. Comment vous répondez? C'est un cas, ça c'est un cas, il vous pose un problème sur Facebook. Nous, quand on nous pose des problèmes de ce type-là, il ne faut pas généraliser, il faut faire attention, ne pas généraliser, et on intervient. Et on peut même aider ce jeune à trouver un autre emploi. Mais c'est bien que ce jeune s'insurge et pose ce problème. Mais pour peu qu'il le fasse aussi dans d'autres espaces, à notre niveau, nous avons tous les moyens de communication et de prise en charge de ces jeunes. Il faut qu'ils nous posent des problèmes sur notre numéro vert 3005. Et vous réagissez? Bien sûr que moi personnellement je réagis. Nous réagissons, évidemment, quand il y a de ce type de problème. Mais ça ne représente pas la majorité. Encore une fois, il faut faire attention quand on a des cas comme ça. Il faut faire attention, il ne faut pas généraliser sur tout le reste. Alors, pourquoi les sociétés n'ont pas le droit de recruter plus de 2 jeunes de l'ANEM dans une société? Le texte est clair. Dès qu'il y a des demandeurs d'emploi. Les micro-entreprises, vous venez de dire le contraire. Vous venez de dire qu'on accorde trop aux entreprises. Non, ça c'est une question. Non, ça c'est une question. Non, mais je pense que les choses sont claires au niveau des textes déjà. Le texte prévoit une insertion à hauteur de 15% des effectifs. Vous avez 100 travailleurs, on peut vous donner jusqu'à 15 en DIEP, pas plus. Après, si vous... 15% à hauteur de 15%. Après, si vous permanentez, on peut aller jusqu'à 30%. Si vous permanentez une partie de ces jeunes. Pour le CTA, c'est illimité, madame. Et le CTA, c'est illimité. Alors, pour les micro-entreprises en SEJ, CNAC et en GEM, dès le lancement, puisqu'elles n'ont pas de personnel, elles bénéficient automatiquement de 2 placements. Mais vous avez donné quelques chiffres par rapport au rejet de demande d'emploi. Pour l'emploi, quels sont les profils aujourd'hui recherchés par les jeunes le plus souvent? Et qui sont ceux qui vous sollicitent? C'est plutôt les diplômés universitaires, ceux de la formation professionnelle ou ceux aussi sans qualification aucune? Alors, si vous regardez l'enquête de l'ONS, c'est que plus de 50% n'ont pas de qualification de formation. D'accord? Et ces jeunes-là, ils exigent des postes où il n'y a pas beaucoup de conditions. C'est des postes qui sont simples. Le problème qui se pose aujourd'hui, il est au niveau des métiers. Je vous donne un exemple, puisqu'on est dans l'actualité du livre. Le SILA vient donc d'être clôturé. Au mars du SILA, il y avait un événement qui a été organisé par 10 micro-entreprises en siège dans l'imprimerie et nous avons participé à cet événement. Ils ont mis l'accent sur le métier du livre. Par exemple, au niveau du métier des livres, il y a certains métiers pour lesquels ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à trouver des employés. Par exemple, dans la maintenance, au niveau des imprimeries. Et toute la filière, on va dire, de l'industrie des livres, il y a des métiers qui peuvent être pourvus par des demandeurs d'emploi pour peu qu'ils fassent une petite formation. Même au niveau des imprimeries qui existent
existe. Ça, c'est un exemple. Dans le tourisme, dans certaines régions, le problème se pose. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec un ingénieur informatique, un ingénieur en génie civil, mais on a un problème avec quelqu'un qui a une licence en géographie, en philosophie, en droit, notamment dans les centres urbains. Donc, il faut revoir la nomenclature des formations en termes de... Non, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux ministères concernés sont en train de faire des efforts considérables. On ne peut pas demander des résultats sur une année ou 2 ans, mais les résultats vont venir sur les années à venir, puisque le ministère de l'Enseignement et le ministère de la Formation sont en train de revoir leur carte de formation, et c'est une bonne chose sur le marché de l'emploi. Sauf que pour l'enseignement supérieur, il y a malheureusement, il faut le souligner, une tendance à choisir l'académique au lieu du professionnel par nos jeunes. Oui, mais justement, par rapport à cette répartition, on essaye d'être dans un esprit où il y a des chances, assurer une chance à accéder à l'emploi au niveau du territoire national. Est-ce qu'il demeure aussi plus souvent maintenant des carences au niveau de certaines régions, par exemple les hauts plateaux, le sud, et là il faut aller vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous favorisez? Non, on fait de l'orientation d'abord à notre niveau. À notre niveau, on fait de l'orientation, parce que les jeunes qui viennent chez nous, ils ne sont pas tous faits pour aller dans l'emploi salarié. On peut déceler des jeunes qui ont des prédispositions pour créer de l'entreprise, on les oriente. Mais je suis d'accord avec vous. Dans certaines régions où il y a un tissu économique faible, bien sûr qu'on accompagne plus les entreprises à créer de l'emploi, parce que ces entreprises créent... Nous avons 995 communes à vocation agricole. Voilà. Et dans ces endroits-là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans ces communes-là, on accompagne à la création. Regardez ce qu'est en train de faire l'ANSEJ et la CNAC aujourd'hui. Le niveau de financement des micro-entreprises dans ces deux secteurs a augmenté. Il était autour de 3 à 2%. Et là maintenant, dans certains cas, il dépasse les 30% de l'entreprise créée. Aujourd'hui, au niveau de l'ANSEJ, on a remplacé les transports et les locations et tout ça par des entreprises pérennes dans des secteurs qui sont demandés, à l'exemple de l'agriculture et même aussi le tourisme. Par exemple, la dernière visite qu'a effectuée M. le ministre à Borj Badji Mokhtar, qui rentre justement dans le cadre de la proximité et le rapprochement donc, avec les citoyens. Donc il y a eu un effort qui a été fait au niveau de cette wilaya pour financer des micro-entreprises qui vont vendre, qui vont accompagner les artisans de cette région. Donc il y a des actions qui sont faites au niveau local. Nos représentations au niveau local prennent des initiatives dans ce sens. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. On n'est pas arrivé, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint tous nos objectifs, mais nous avons progressé. Nous sommes dans un pays qui est en mouvement. Nous sommes dans un espace où il y a de l'amélioration de la qualité de service. Regardez par exemple au niveau de nos services en général. On est en train de passer maintenant de l'accueil spontané, l'accueil aléatoire, à un accueil beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus organisé des demandeurs d'emploi. Il y a l'emploi direct aussi, c'est possible aujourd'hui, directement sans passer par l'ANEM. L'emploi direct est possible depuis plus de 2 ans. Je m'excuse, je viens de prendre une gorgée d'eau. Donc l'emploi direct est possible. Mais si je vous donne le chiffre, il y a 245 emplois directs du 1er janvier au 30 septembre, alors que ceux qui sont passés par l'ANEM, c'est plus de 310 000. Donc vous regardez que... Mais nous avons laissé la porte ouverte pour les entreprises qui ne trouvent pas donc des employés à notre niveau pour qu'ils fassent du recrutement direct. Mais je pense que ceux qui ne trouvent pas chez nous, ils ne le trouvent pas sur le marché. Mais vous dites... Et ces indicateurs sont chiffrés, 1 million d'offres d'emploi ne trouvent pas preneur entre l'agriculture et le BTPH. Oui. Est-ce que vous allez travailler également sur ces deux segments d'activité qui sont fortement importants pour notre économie aujourd'hui? Vous savez, la loi de finances complémentaire 2016 a prévu certaines facilités, notamment pour ces secteurs, et ça a permis notamment aux agriculteurs de venir à la CASNOS, à la CNMA pour s'inscrire et avoir la qualité de l'employeur et cotiser dans ces caisses. Nous aussi, nous avons accompagné cet effort qui a été fait par notre ministère et la CASNOS en particulier, et nous avons aujourd'hui commencé à faire de la prospection au niveau des exploitations agricoles. On n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, puisque les exploitants agricoles sont sortis de l'anonymat, on leur a donné un cadre adéquat pour qu'ils puissent, avec une couverture sociale activée, ils ont la qualité de l'employeur, ils font des recrutements également, donc dans un cadre aussi organisé. Alors, autre question des auditeurs, les emplois aidés ne cotisent pas à la CNR, la Caisse nationale de retraite, c'est le cas, M. Chalel? Les emplois aidés, au niveau du DIP, oui, mais pour le contrat CTA, c'est un contrat de travail, il y a une cotisation totale au niveau de l'entreprise. Le DIP, c'est pas normal, c'est 2 ans ou 3 ans. Le contrat DIP, madame, j'ai dit au début, c'est un contrat d'insertion, c'est pas un contrat de travail.
Mais certains restent Il faut avec pas, ce soin. il faut faire la différence entre contrat d'insertion et contrat de travail. Alors, autre question des auditeurs. Des médecins payés à 15 000 dinars mois pendant des années, c'est de l'esclavagisme moderne. Monsieur Chalel, quel est votre Encore commentaire? une fois, Parce que c'est- c'est plafonné encore à une 15 fois- 000 dinars pour les diplômés. Madame, encore une fois, c'est des cas. Mais je vous dis, moi j'ai reçu des médecins dans mon bureau. Et quand je leur dis, il y a des postes qui ne sont pas pourvus dans le sud. Ils ne vont pas dans le sud, madame. Bon, alors c'est un choix qui est fait par un médecin, de rester dans un grand centre urbain et d'attendre un emploi au niveau du secteur sanitaire, ou bien d'aller dans des wilayas où il y a encore des postes qui sont budgétaires qui existent, mais qui ne trouvent pas preneur aussi. Alors, autre question, comment gérer la carence des emplois sans ma'rifa? Bon, la question de Marifa, bon, on est en train de lutter, vous voyez, on est en train de on a mis en place un système d'information qui offre une grande transparence. On est en train de partager même certaines offres d'emploi sur les réseaux sociaux. On affiche au niveau des agences, mais maintenant le citoyen aussi doit jouer son rôle. Quand il y a des cas de ce type ou des dépassements, des manquements, il faut juste les signaler pour continuer à lutter. On ne peut pas lutter contre ces pratiques seuls. L'État ne peut pas lutter contre ces pratiques seules, mais quand les citoyens nous aident et aident les services publics à lutter contre ce genre de pratiques, nous pensons arriver à de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, le système d'information que nous avons mis en place a permis d'apporter, de conférer plus de transparence. Il y a même des gens qui sont contre parce que la transparence, ça les intéresse pas. Les sociétés de placement sont aussi gérées par le même dispositif, Dans les monsieur sociétés de Chalel? placement, il y a 22 entreprises privées de placement, elles font du travail, elles sont dans leur... Du bon travail, du mauvais travail, comme ce Bon, fut le cas en 2010? Non, c'est pas la même chose. Ce sont des entreprises qui sont agréées par l'État, qui sont accompagnées par l'ANEM. Il y a des conventions qui sont signées avec ces entreprises. Elles ont leur part du marché, elles font du travail. Je n'ai pas le droit de qualifier bon. Maintenant, je peux le qualifier de bon ou mauvais. Par rapport à ce qu'on a vécu par le passé déjà au niveau des événements de Ouargla. S'ils ne respectent pas... Non, il n'y a aucune agence privée à Ouargla, je vous le dis officiellement. Les agences privées sont uniquement au nord du pays. Donc, il n'y a aucune agence privée au niveau du sud du pays. Non, je parlais des événements de Ouargla à l'époque. Monsieur Chalel, Non, mais pour Ouargla, madame, regardez, entre 2004 et 2010 et aujourd'hui, les choses ont très bien évolué, mais nous continuons aussi à améliorer notre qualité de service dans toutes ces wilayas pour améliorer les conditions d'emploi des jeunes, pour améliorer l'accompagnement des jeunes et pour améliorer également dans la qualité de notre offre de service en direction des entreprises. Alors, question d'un auditeur, un chiffre global par rapport au recrutement, monsieur Chalel? Il vous demande un chiffre. Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés? Je ne suis pas les seuls à aimer les chiffres. J'ai pas compris. Le chiffre global par rapport le chiffre global de recrutement du premier. Moi, je vous ai dit, on a fait 310 000 placements dans l'économie. Alors, une question à monsieur Chalel. C'est les entreprises qui ont recruté. Hein. Une question à monsieur Chalel. Des jeunes nouveaux diplômés bénéficiaires du contrat de 3 ans, une fois leur contrat arrivé à terme, est-ce qu'ils auront droit à une prolongation ou bien à une autre alternative? Une question qui revient par rapport à ce DIP. Alors, pour le DIP, il faut faire la différence entre le DIP qui est renouvelable d'une manière automatique. Ça, c'est un contrat d'insertion. Pour le CTA, c'est les avantages uniquement qui durent 3 ans. Mais le contrat continue. Il ne faut pas mélanger les deux. Parce que le DIP, c'est un contrat d'insertion, il est renouvelable de manière automatique. Le CTA, on va dire l'enveloppe qui contient les avantages parafiscaux et le partage des coûts salariaux avec l'entreprise ne dure que 3 ans. C'est évident, c'est tout à fait normal. Mais l'employé continue à exercer dans sa société. Et je vous assure, quand l'employé est compétent, il est maintenu. Alors, concernant le recrutement des demandeurs d'emploi, l'ANEM a-t-elle le monopole du marché aujourd'hui? L'ANEM n'a pas le monopole. Je viens de vous dire qu'il y a 22 entreprises privées qui font la même chose que nous. Donc nous n'avons pas le monopole. L'Algérie a ratifié la convention du BIT pour autoriser ces agences privées. On n'a pas le monopole sur le marché. Peut-être qu'on a la plus grosse partie du marché. Alors pourquoi on voit des subsahariens trouver des jobs dans les chantiers de bâtiments? Est-ce que c'est conforme à la législation algérienne? Autre phénomène auquel... Oui, on les voit tous, mais je pense que l'Algérie aussi est tenue... Dans les chantiers, ils sont tous. L'Algérie est tenue aussi par le respect d'autres dispositions. Ne parlez pas uniquement emploi, il y a aussi les dispositions du HCR aussi, le commissariat aux réfugiés. Donc il y a d'autres dispositions qui interviennent dans ce domaine-là. Ils sont déclarés, monsieur Chalel? Non,
ils ne sont pas déclarés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne sont pas déclarés, mais ces populations aussi, il ne faut pas qu'elles soient exclues comme ça d'une manière automatique. Et puis il y a d'autres secteurs qui s'occupent de ces populations. À l'exemple du ministère de l'Intérieur, il y a aussi le rôle de l'inspection du travail. L'inspection du travail, quand elle trouve des cas comme ça, elle prend des dispositions. C'est pas la NEM qui s'occupe de ça, c'est l'inspection du travail. Vous êtes le ministère du Travail, vous relevez de la même direction, mais monsieur c'est l'inspection du travail. Mais c'est votre direction aussi. Oui, oui. Alors y a-t-il des possibilités de renouvellement de contrat DIP après 6 ans? Beaucoup d'auditeurs ont posé cette question de DIP ce matin. On s'est prononcé sur cette question, on a dit que le renouvellement, et je l'ai dit plusieurs fois, même maintenant, j'ai dit que le renouvellement du DIP, il est systématique. Voilà, pas le CTA, le DIP, il est systématique. Monsieur Mohamed Tahar Chalel, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée à vous.